Lorsqu'on a préparé cette table ronde, notamment avec Cédric Ducrot de Diamart, on s'est dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'expérience en magasin, et on a décidé de scinder cette table ronde en 3 parties. Une première partie sur la fluidité, une deuxième partie sur l'offre, et une troisième partie sur les vendeurs, sur le personnel en magasin. Quelques mots d'introduction, Cédric ? Si on fait la synthèse entre les propos de Christian et les propos d'Éric, le message, je crois, est assez clair. Il y a la question, on demande souvent est-ce qu'il y aura encore des magasins demain, est-ce que les gens veulent encore des magasins? On voit bien que oui, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on saura encore faire des magasins rentables, compte tenu de l'équation économique que décrivait Christian. Ça passe par le travail sur la productivité, l'efficience, etc. Peut-être qu'un jour, il y aura des tables rondes sur le modèle économique et non pas sur la partie client. Là, on parle plutôt de l'attractivité des magasins aujourd'hui. Je ne suis pas pessimiste, moi, du tout. Notamment parce que notre métier, comme dans le groupe, on a une activité de conseil, une activité de design, une activité de data, etc. On est un bon reflet, les questions qu'on nous pose sont un bon reflet de l'état d'esprit des retailers. Et je trouve que depuis 1 an et demi, à peu près, une grosse année, les questions que vous nous posez, les missions que vous nous confiez, montrent que, comme tu disais, Christian, le mur se rapproche. Quand tu as le mur qui se rapproche, tu as 2 solutions. Ou bien tu ralentis pour limiter la violence du choc, ou bien tu prends de l'élan pour sauter par-dessus. Et je trouve que les questions qu'on nous pose depuis 18 mois ont changé de nature et qu'il y a beaucoup de retailers qui se sont remis à prendre de l'élan pour se préparer à sauter le mur. Et on va voir un certain nombre de pistes, d'exemples pour restaurer l'attractivité des magasins. Moi, je ne suis pas pessimiste sur ce qui va se passer. La question, elle est classique, ça fait longtemps qu'on la pose, c'est à quoi ça sert un magasin? Quand tu as des gens aussi efficients que les petits concurrents pure players que vous avez, ils nous posent des questions assez directes. Ils disent, une vieille pub du Drive de Leclerc qui dit en premier tu commandes, en 2 tu fais ce que tu veux et en 3 tu viens chercher tes produits. Le message implicite, c'est si tu veux que je vienne encore dans ton magasin, il faut que venir dans ton magasin ce soit aussi cool que ce que je peux faire entre la commande et la réception du produit. La façon historique de faire des magasins depuis les années 70, c'est on empile des produits sur des gondoles, c'est des boîtes posées sur des gondoles ou des produits accrochés à des portants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des lieux de stockage des produits, c'est des entrepôts ouverts au public. Si c'est ça un magasin, alors vous avez un problème, puisqu'évidemment, en matière d'entrepôt, il y a quelqu'un qui les fait un peu mieux que vous. Le commerce du jouet a montré de manière fracassante cette année que quand on ne sert à rien, les clients s'en rendent compte. Un magasin de jouets, ça ne sert à rien. Ça devrait vendre de l'émotion, du plaisir, de la joie. Ça vend des boîtes en plastique posées sur des gondoles. Bon. Et du coup, les 2 leaders ont fait faillite le même mois. C'est quand même un peu spécial. Nous, il nous semble que pour restaurer l'attractivité des magasins dans le monde de demain, il y a 3 grands leviers qu'on va donc balayer à travers de la table ronde pour faire des magasins qui soient évidemment omnicanaux, évidemment plus radicaux, parce qu'on a besoin de choses parce que Dieu vomit les tièdes dans un monde saturé. On a besoin évidemment de relations plus horizontales, plus à côté du client et avec une marque moins arrogante. Et on a besoin évidemment de magasins qui coûtent moins cher, parce qu'on n'a plus les capex pour déployer des concepts chers. Le tout, donc, en travaillant la fluidité, comme tu disais, le produit et la relation, et avec à chaque fois beaucoup de technologie. On va voir que les pistes sont c'est quand même beaucoup la techno qui fait bouger les lignes, même si au fond elle n'est pas importante en elle-même. Le premier sujet, la fluidité, et s'exprime de manière assez simple. C'est quand même invraisemblable que dans la tête des clients, ce soit plus simple, plus fluide, plus frictionless, comme disent les Anglais, d'acheter à distance sur un produit qui n'est pas physiquement présent que d'aller dans un magasin, de prendre le produit et de partir avec. Or, vous le savez bien, les clients considèrent que c'est plus pratique d'acheter en ligne. Comment je fais pour que acheter en magasin soit aussi simple et aussi fluide que sur Amazon ? Alors, vous avez quelques rares exemples réussis, il y en a quelques-uns. Les bornes de McDo sont un exemple fabuleux pour à la fois réduire l'attente aux caisses et augmenter les paniers. Même des gens qui sont sur des concepts très premium avec Nespresso arrivent à combiner de la simplification de l'achat avec en même temps un effet waouh vachement marrant. Mon voisin va pouvoir nous raconter à quel point c'est des choses qu'on arrive à concilier.